I don't know of any program in Uganda. Of course not. يصلون الليل بالنهار استعدادا. ¿Cuál sería su reacción? В 21 веке гражданка Райс вспомнила. 这两天，原本居住在祁连县偏远部区的某名 बॉलीवुड 男 स्टार्स 子 की 家， कपड़ों की लोड शेडिंग की बात कर रहे हैं। Todos juntos. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à 11h50. Une émission préparée ce matin par Clément Salezar, mais aussi Tiffaine de Roquigny, Xavier Martinet, Hélène Paquet, réalisée par Perret Legras et mise en onde ce matin par Jean-Guilain Mège. Cette semaine, et pour la dernière semaine de Culture Monde de la saison, nous entreprenons un voyage vers l'Orient, vers l'Amérique, l'Afrique ou enfin le Grand Nord, mais un voyage critique. Nous interrogerons les représentations d'hier et d'aujourd'hui, de ces contrées tantôt adulées, tantôt méprisées. Comment expliquer l'attraction ou la répulsion qu'elles peuvent exercer? Quel genre de représentation l'aventurier intrépide, le voyageur d'antan ou les médias d'aujourd'hui véhiculent-ils? Et ce matin, on commence par un voyage vers l'Orient, bien sûr, dans l'imaginaire européen, l'Orient, fantasme de l'altérité radicale. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ma garde du corps. Il n'y en a pas un dont la tête ne soit pas mise à prix. La mienne est mise à prix aussi. Mais ce sont des criminels. Tu ne sais pas que les cheikhs vont les faire pendre? Ces hommes-là sont à moi. Aurore, ces créatures ne savent pas ce que la révolte arabe représente. Où devons-nous aller? À Damas, shérif. Oui, mais pourquoi? Pour Oran. Salam, je vous souhaite le bonsoir, mon noble ami. Bienvenue à Agrabah, cité de la magie noire et de l'enchantement. Et les plus belles marchandises de ce côté du Jourdain au sol d'aujourd'hui, profitez-en. L'esclave de l'Orient. Un déchaînement de passion, de haine et d'amour. L'évocation complète d'une civilisation et d'une époque. Le miracle d'une foi nouvelle et d'un message suprême dans une grandiose réalisation cinématographique. Trois extraits. Laurence d'Arabie, bien sûr, de David Lean, sorti en 1962. Aladdin, le célèbre dessin animé des studios Disney en 92. Et puis L'esclave d'Orient de Mario Bonnard, sorti en 1958. Le cinéma, mais aussi la littérature, la peinture ou encore la musique portent une image d'un Orient fantasmé qui en dit long sur le lien que nous avons entretenu et que nous entretenons encore avec ce monde arabo-musulman. L'un des derniers exemples en date, fin janvier, lorsque l'écrivain algérien Kamel Daoud, longtemps rédacteur en chef au quotidien d'Oran et largement publicité en France, ailleurs d'ailleurs aussi, pour son ouvrage Meursault contre enquête, déclarait renoncer au journalisme. La raison? Une tribune publiée au lendemain des événements dits de Cologne, ces agressions de plus de quelques dizaines de femmes lors de la nuit de la Saint-Sylvestre. Dans cette fameuse tribune, Kamel Daoud revenait sur cette nuit de violence commise par des hommes d'abord estampillés réfugiés, puis plus tard identifiés comme plutôt maghrébins, algériens et marocains principalement, et installés en Allemagne de longue date, mais en tout cas des hommes a priori de culture arabo-musulmane. Kamel Daoud avait alors expliqué les agressions par la misère sexuelle de ces hommes en terre d'islam. Sa tribune avait provoqué l'ire de sociologues, historiens et anthropologues de part et d'autre de l'Atlantique qui lui avaient répondu dans une contre-tribune, lui reprochant, je cite, de recycler les clichés orientalistes les plus éculés, de céder en quelque sorte au mythe, au poncif orientaliste qui englobe et caricature le dit Orient. Alors de quoi parle-t-on? Que sont ces clichés orientalistes que relayerait Kamel Daoud? L'orientalisme, ce mouvement qui a irrigué l'art occidental tout particulièrement au XIXe siècle, a été à l'origine de toute une série de représentations. Un Orient figure de l'immuabilité, sensuel, voluptueux, tantôt un Orient barbare, archaïque, décadent, des représentations rarement neutres qui ont imprégné l'imaginaire occidental et qui auraient justifié le colonialisme sur fond de présupposée supériorité idéologique occidentale. C'est en tout cas la thèse d'Édouard Saïd, élaborée notamment dans son ouvrage fondateur, l'orientalisme. Mais quelle perception exactement ces représentations de l'ailleurs oriental a provoqué? Quel modèle idéaux et surtout quel héritage encore aujourd'hui? Est-ce qu'il existe en dépit de la masse d'études savantes un orientalisme latent dans le rapport de l'Occident à l'Orient? Des représentations qui brouilleraient encore notre appréhension de l'Orient, vu comme un ensemble homogène, ou même de l'islam qui cristallise bien des peurs contemporaines. Nous entendrons ce matin l'écrivain, prix Goncourt 2015, Mathias Sénard, écrivain dont on a largement salué la capacité à établir des ponts entre Orient et Occident. C'est son orientalisme que nous questionnerons ce matin. On s'intéressera aussi à l'Orient du point de vue anglais. On recevra tout à l'heure Claire Gallien. Mais d'abord, pour nous accompagner dans ce fantasme de l'altérité radicale, on accueille ce matin Sonia Dayan-Esbrun. Bonjour.
Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes philosophe, vous êtes professeur émérite à l'université Paris Diderot, Paris 7, et vous êtes également directrice de la revue Tumulte. Peut-être commençons avec l'actualité, Sonia Dayan-Esbrin, en tout cas celle qui a agité notre France au début de cette année. Dans cette fameuse tribune, l'écrivain Kamel Daoud décrivait les hommes de culture musulmane, de la Tunisie à la Syrie sans distinction, comme des êtres obnubilés par le corps des femmes, inaccessibles en Orient et tout à coup offerts en Occident. En somme, des bêtes en rut, incapables de maîtriser leurs pulsions et leurs désirs, un désir qui serait refoulé dans leur culture puritaine. Vous aviez d'ailleurs, vous, co-signé justement cette réponse à la tribune dans cette colonne du Monde. Vous reprochiez quoi concrètement à Kamel Daoud et qu'est-ce que vous semble révéler cette polémique? La polémique, la polémique a révélé surtout la prégnance de ces stéréotypes que Kamel Daoud a reproduits, probablement parce qu'il en est persuadé, mais aussi parce qu'ils répondent à une certaine attente des pays du Nord. Alors, ce qui nous a choqué, ce qui m'a choqué particulièrement, c'est effectivement ce tableau dressé qui est un tableau extrêmement classique, d'hommes à la fois frustrés et violents et violeurs, et de femmes qui seraient totalement soumises. D'une part parce que ça ne correspond en rien à la réalité que l'on peut observer quand on est comme moi et comme les co-signataires de la tribune des spécialistes de la région et des gens qui souvent originaires aussi de cette région et qui faisons beaucoup de ce qu'on appelle du travail de terrain, c'est-à-dire d'observation et de vie avec les gens. Et puis parce que par ailleurs ça correspond au schéma raciste, hélas classique, d'accuser toujours les hommes colonisés d'être des violeurs. Donc il y avait là quelque chose qui était profondément choquant et triste. Vous dites que Daoud reprenait deux poncifs très ancrés dans l'histoire de l'orientalisme, celui qui consiste à considérer que l'islam est fondamentalement une religion archaïque, et puis aussi cette question de la sexualité en Orient, une sexualité évidemment qui était au cœur d'une grande partie des écrits et des peintures aussi d'ailleurs orientalistes du 19e, c'est-à-dire on peut penser bien sûr à ces représentations picturales du harem, comme par exemple la mort de Sardanapale de Jeanne de la Croix. Oui, bien sûr, parce que l'Orient a été largement sexualisé, et il l'est de façon un peu différente aujourd'hui. Je veux dire qu'on ne peut pas il faut mettre en rapport les expressions actuelles de l'orientalisme avec aussi nos propres conceptions de la démocratie, qui sont ce que Éric Fassin appelait la démocratie sexuelle, c'est-à-dire que nous tendons de plus en plus à prendre comme unique critère de la démocratie quelque chose qui est de l'ordre de la liberté, ce que nous appelons la liberté sexuelle. Et là-dessus, il faudrait beaucoup réfléchir, voir concrètement ce qui se passe. Mais effectivement, il y a cette sexualisation qui est quelque chose de très ancien de l'Orient, mais qui n'est pas, alors qui s'est décliné de manière diverse, mais qui s'est souvent décliné de plus en plus, d'abord, qui s'est décliné comme une façon de considérer les femmes orientales comme tellement frustrées et n'attendant que le bon vouloir des hommes blancs. Alors, tout un temps, c'est-à-dire surtout au XIXe siècle, à la fois dans la littérature victorienne et la littérature qui circulait sous le manteau, et puis la littérature française, on voyait bien des voyageurs blancs qui arrivaient, qui tout d'un coup découvraient les délices de la sensualité, de la sexualité dans les bras de ces femmes. Donc c'est quelque chose qui, voilà. Encore un tout petit mot, et puis ensuite on se détachera de cette polémique, mais je cite un extrait de la tribune, la vôtre, celle que vous avez co-signée. N'ayant rien à offrir collectivement aux sociétés occidentales, les demandeurs d'asile perdent dans le même temps le droit à revendiquer des parcours individuels, des expériences extrêmement diverses et riches, culturellement inadaptées et psychologiquement déviants. Les réfugiés doivent avant toute chose être rééduqués. C'est vrai que c'est un terme d'abord très fort que celui de la rééducation, qui par ailleurs n'avait pas été utilisé par Kamel Daoud, mais on comprend qu'il y a derrière aussi peut-être ce refus d'un
imposée aux arrivants, cette politique intégrationniste trop contraignante, ce refus de l'intégration, ce principe du respect absolu des identités individuelles, qu'elles soient religieuses ou culturelles, y compris quand elles rentrent éventuellement en contradiction avec le collectif, avec les principes de la République. Est-ce que c'est pas aussi l'une des causes de l'échec de l'intégration en France, mais aussi dans le reste de l'Europe, et les racines, d'une certaine manière, de la crise de notre modèle de la laïcité? Oui, enfin l'intégration, c'est un terme qui est très contesté. On peut vouloir intégrer dans un ensemble en tenant compte des différences, qui sont des différences à la fois culturelles, mais qui peuvent être des différences de genre, des différences individuelles. Et puis on veut au contraire on peut vouloir intégrer par assimilation. Donc c'est ce qui se passe beaucoup en France, c'est-à-dire en rendant semblable. Effectivement, il y a un vrai problème qui est le problème d'abord de prendre en compte ce qu'on disait, c'est-à-dire l'extrême diversité. Ça, c'est un des caractères de l'orientalisme. Alors déjà, quand vous êtes exprimé tout à l'heure, c'était quelque chose que je voulais reprendre. Vous avez parlé de l'Orient comme d'un monde arabo-musulman. Il y a aussi des Turcs, des Perses, etc. Alors les Kurdes, en ce moment, ils ont beau être en Orient, mais ils sont désorientalisés pour des raisons politiques, c'est-à-dire on orientalise et on désorientalise aussi en fonction de projets politiques. Et il n'y a pas que des musulmans. Alors bien entendu, depuis la création de l'État d'Israël, et puis il y a eu une déjudaïsation, mais il y avait des juifs et des juifs, qui ont été d'ailleurs accueillis en Israël comme des juifs orientaux et qui continuent à s'appeler eux-mêmes comme ça. Il y a des chrétiens d'Orient. Oui, on est dans l'impossibilité en réalité de définir ce qu'est l'Orient, bien sûr. L'Orient n'existe. Enfin, il y a des régions dans leur complexité, avec des gens qui vivent dans leur complexité. Et quant à la sexualité, alors moi qui fréquente beaucoup ces régions, je peux vous dire qu'elle y est souvent, elle est très épanouie et très heureuse. Mais les choses ne se vivent pas de la même façon, c'est-à-dire que le problème, ce qu'on ne comprend pas souvent dans nos pays, surtout où on est soumis à ce que Michel Foucault appelait l'aveu, c'est-à-dire la nécessité de dire, ce sont souvent des pays où on ne dit pas, où on fait mais on ne dit pas. Donc on ne dit pas, on ne nomme pas les choses. Vous avez absolument raison, et bien sûr de rappeler qu'il n'y a pas un Orient, mais qu'il y a des Orients, qu'il y a une diversité de visages, bien sûr. Il y a des gens avec des sociétés, des organisations divisées comme toutes les sociétés, une histoire, des histoires complexes. Donc, et c'est cela. Bon, alors bien entendu, après on fantasme. Le fantasme, tout le monde y a droit et c'est très bien. Mais le problème, c'est ensuite d'avoir des comportements, des jugements politiques à partir de ces fantasmes. Mais est-ce que malgré tout, vous diriez qu'on assiste quand même ces dernières années à une forme de retour en force de l'orientalisme? Et si c'est le cas, comment l'expliquer? Il y a un retour en force d'une forme d'orientalisme. C'est-à-dire que qui serait l'islamophobie? Qui serait en particulier l'islamophobie, c'est-à-dire justement la réduction de l'Orient à l'islam. Dans les extraits qu'on a entendus tout à l'heure, justement, on avait quelque chose qui était différent d'une vision de l'Orient, qui était aussi toute cette vision romantique, poétique, sensuelle, et qui a à peu près disparu au profit d'une vision terriblement réductrice de l'Orient comme ennemi. Alors bien entendu, qui est sous-tendu par des événements politiques tragiques, dont on parlera peut-être, mais qui du coup alimente des préjugés terriblement nocifs en France en particulier. Pour parler d'orientalisme, il faut parler d'Edward Said, intellectuel palestino-américain qui a longtemps enseigné la littérature comparée à l'Université Columbia de New York. This writing was an organized form of writing, like an organized science. Cette écriture était une sorte d'écriture organisée, comme un processus scientifique, ce que j'ai appelé l'orientalisme. Selon moi, il y a une sorte de répertoire d'images qui revenait souvent, comme la femme qui est envoyée pour être utilisée par l'homme. L'Est est un endroit mystérieux, plein de secrets et de monstres. Les merveilles de l'Orient est d'ailleurs une expression très utilisée. Et plus je lisais, plus je me rendais compte que tout cela a sa propre cohérence, qui n'était pas celle des gens qui ont réellement été là-bas. C'est le problème avec l'orientalisme. Il crée une image déconnectée de l'histoire. C'est quelque chose qui est statique, éternel, ce qui est facilement contredit par les faits historiques. C'est donc la création d'un autre, idéalisé pour et par l'Europe.
Voilà donc Édouard Saïd, qui a beaucoup travaillé sur la vision occidentale du Moyen-Orient telle qu'elle apparaît dès le 19e siècle dans l'art et dans la littérature. Son ouvrage le plus célèbre, c'est sans conteste l'Orientalisme, l'Orient créé par l'Occident, qui a été écrit en 1978, qui a été traduit en français et paru au Seuil en 1980. C'est une analyse de l'histoire du discours colonial sur les populations orientales. Quelles sont les principales thèses d'Édouard Saïd? Quel est finalement son apport dans la grande histoire de la critique de l'orientalisme? Alors, c'est compliqué. Le terme d'orientalisme est un terme compliqué et c'est un terme très polysémique. Donc, Saïd a été attaqué par des gens qui faisaient profession d'orientalisme et qui ont eu le sentiment qu'ils étaient l'objet de sa critique. En réalité, Saïd a formé un concept à partir de son expérience de Palestinien et le choc qu'il a eu après 1967, après ce il a appelé lui-même sa période pré-politique. La guerre de 1967 l'a amené à prendre conscience aussi de sa situation d'oriental et d'arabe aux États-Unis, et il a réfléchi là-dessus. Et il a réfléchi aussi sur le fait que la culture était non pas une justification, ce qui reste un tout petit peu marxiste, mais qui était une formation discursive, qui était une partie du processus de domination d'abord la France et la Grande-Bretagne, les États-Unis sont entrés dans la danse beaucoup plus tard, ont voulu exercer sur le Moyen-Orient. Alors, il a eu cette intuition extraordinaire qui a été de considérer qu'on n'avait pas à séparer les textes littéraires, même les plus beaux, comme ceux de Victor Hugo, de Nerval, les textes littéraires, les discours politiques et les travaux scientifiques, et que tout cela faisait partie d'un ensemble qui avait comme conséquence une méconnaissance simplement de ce que c'était que les gens qui vivaient dans ces parties du monde, qui sont aussi bien d'ailleurs à l'est qu'au sud, parce qu'au sud de la Méditerranée, le nord de l'Afrique est désigné comme Orient, alors que c'est notre sud. Donc c'est cela le travail d'Édouard Saïd. Et ensuite, l'orientalisme pour lui, c'est une attitude complexe qui consiste d'abord à invisibiliser, c'est-à-dire à ne pas voir les gens qui vivent réellement, et finalement, pour les Occidentaux, dans le voyage en Orient, à partir à la découverte de soi-même. L'Orient, c'est le pays où le soleil se lève, c'est-à-dire aller à la recherche de soi-même et non pas à la rencontre des gens tels qu'ils vivent dans leur complexité, leur histoire et leurs différences. Alors donc c'était effectivement la fameuse formule qu'on cite toujours à propos du sionisme, un peuple sans terre pour une terre sans peuple, c'est-à-dire c'est l'idée de l'absence, et quand ils sont présents, ils sont de fait objet de toutes sortes de stéréotypes que l'on connaît très bien. Donc on peut résumer finalement en disant qu'il y a plusieurs grandes thèses principales. Il y a la domination politique et culturelle de l'Orient par l'Occident. Il y a la dépréciation aussi de la langue arabe. On n'a pas encore parlé de langue. Il y a la diabolisation de l'arabe et de l'islam. Et puis il y a la cause palestinienne aussi, vous l'avez rappelé. Édouard Saïd était d'origine palestinienne. Son travail, il a quand même fait l'objet, vous l'avez dit, d'un certain nombre de critiques, et notamment de la part d'historiens, et notamment de Bernard Lewis, qui lui avait répondu dans un article paru dans la revue The New York Review of Books en juin 82, la question de l'orientalisme. Quel était l'objet justement de la polémique, et globalement, qu'est-ce qu'on lui reprochait? Mais ce qu'on lui reprochait, il a lui-même répondu à Bernard Lewis. Donc, ce qu'on lui reprochait, c'est de mettre en cause l'approche qui se voulait scientifique de ce qu'on appelait les orientalistes, et de faire ce travail de déconstruction qu'il n'a cessé de faire. Alors, aux États-Unis, les arguments de Saïd ont été extrêmement bien entendus, et il y a maintenant toute une école d'universitaires et de chercheurs qui travaillent à partir de ces thèses, en les dépassant, en allant ailleurs, plus loin. En France, par exemple, au contraire, la réception a été très
très négative. Comment l'expliquer? Pourquoi est-ce que Edward Said, ses travaux sont très bien accueillis aux États-Unis, qu'ils produisent tout un courant de pensée, alors qu'en France c'est beaucoup plus délicat? Mais moi je pense qu'il y a deux raisons. Il y a d'abord une raison bêtement universitaire. En France on est très attaché aux divisions disciplinaires et Saïd les transcende toutes. Donc il est à la fois aussi bien musicologue, théoricien de la littérature, philosophe, politique. Donc tout cela, il traverse toutes ces divisions. Et puis après avoir écrit l'orientalisme, ensuite il s'est intéressé aussi à l'Afrique, donc à l'impérialisme occidental en Afrique, dans culture impérialisme, en rapport du coup avec la culture. Donc c'est quelque chose qui est très difficile à intégrer dans l'académie française, enfin dans le monde universitaire français. Donc il y a la raison institutionnelle. Il y a ce qui n'est pas seulement institutionnel, qui est épistémologique, si je puis dire, qui est beaucoup de difficultés à comprendre cela. Et l'autre versant, l'autre volet, c'est effectivement le refus des orientalistes et le fait que les productions, enfin jusqu'à une période récente, une grande partie des productions dites scientifiques et les productions, alors qui continuent d'être des productions de ceux qui s'auto-désignent comme experts, en France étaient vraiment... On voit une critique là, voilà, clairement, de votre part. Non, marqué au sceau de ce que j'appelle l'impensé colonial, c'est-à-dire ne mettez pas en cause, non pas le geste colonial ou la politique coloniale, mais ce que la colonie a apporté au niveau de ce que Gramsci, qui est un des grands inspirateurs de Saïd, a appelé l'hégémonie, c'est-à-dire la domination, pas seulement culturelle, la domination dans la vision du monde. C'est-à-dire que la vision, alors pour des raisons qu'il faudra analyser, mais qu'on commence à analyser, il y a une extrême difficulté en France à se défaire de cette idée que la vision du monde qui est la vision dominante en France depuis l'époque, disons, des Lumières, doit être partagée par l'ensemble de l'univers, du monde. Alors, il y a Edward Said, mais il n'y a pas seulement Edward Said. Vous aviez écrit un article intitulé de Frantz Fanon à Edward Said, l'impensé colonial, et vous êtes intéressé donc à la lecture faite par Said des textes de Fanon, et en particulier les damnés de la terre, préfacé, rappelons-le, par Jean-Paul Sartre. Fanon récuse bien sûr le culturalisme, et d'une certaine manière, avec son plaidoyer pour l'historicisation des hommes, il préfigure d'une certaine manière la critique de l'orientalisme d'Edward Said. Vous écrivez à propos donc de Fanon et de la lecture de Said. Pour Fanon, les mouvements de libération ne peuvent faire l'économie de la violence. Il y a là comme une nécessité historique. La violence coloniale est telle qu'il n'est possible de répondre que par la violence. Tout cela, Said le sait, le dit, mais en essayant de contextualiser les positions de Fanon. Si Said comprend donc la violence évoquée par Fanon, vous dites que il est aussi un peu embarrassé par ce qu'il appelle une éthique de la violence. Qu'est-ce qui pose problème à Saïd dans la place que donne Fanon à cette question de la violence? C'est-à-dire qu'il faut aussi replacer Fanon dans son contexte historique, qui est celui de la guerre d'Algérie. Alors de fait, on dénonce toujours la violence des dominés, mais la violence coloniale est infiniment plus importante. Alors il ne faut pas non plus réduire Fanon à la préface de Sartre qu'il a mal compris, qui n'a pas qui n'a pas fait vraiment attention à ce que voulait dire Fanon. Fanon est quelqu'un qui, n'était pas du tout, ne faisait pas du tout l'apologie de la violence, mais considérait que dans certaines périodes de l'histoire, la violence était incontournable, qu'on ne pouvait on ne pouvait pas faire l'économie de la violence. Je pense que, Saïd, alors surtout autour de la question de la Palestine, a pris conscience avec beaucoup d'autres que ce moment de la violence était un moment dépassé pour toutes sortes de raisons, pas pour des raisons morales, mais pour des raisons, disons, au moins tactiques, que l'usage de la violence n'était pas quelque chose de productif. Donc, je pense que c'est là que vient sa correction. La violence ne peut pas fonctionner comme éthique, mais elle ne fonctionne pas comme éthique chez Fanon. C'est simplement une violence réactionnelle. Et
et la violence des... Une violence intrinsèque. C'est pas une violence intrinsèque, c'est la violence des peuples, elle est comme la violence que développent les malades mentaux, puisque Fanon était psychiatre, quand ils n'en peuvent plus et qu'ils ont une crise d'hystérie ou un passage à l'acte lors d'une crise maniaque. C'est quelque chose qui est une violence réactionnelle et de réponse à une situation qu'on ne peut plus gérer et voilà, donc c'était ça l'expérience de Fanon, qui est souvent très mal lue, mais en même temps, on ne peut pas condamner la violence qui est une réponse à la domination coloniale. Souvent très mal lue, pas par vous, parce que vous venez d'avoir un prix, Frantz Fanon. Voilà, j'ai eu voilà, et nous avons eu un congrès des philosophes de la Caribéen, de l'association des philosophes caribéens, et nous avons beaucoup discuté de cette question de la violence, notamment avec des philosophes venus d'Afrique du Sud qui ont rencontré les mêmes questions et qui en sont venus aux mêmes conclusions. Qui est un philosophe qui a été membre de l'ANC, par exemple, et qui a compris qu'il y avait une évolution nécessaire. On va poursuivre justement sur ce thème de la violence. L'Orient, fantasme de l'altérité radicale, c'est notre sujet ce matin avec Sonia Deyan-Herzbrun. France Culture, Culture Monde par Florian Delorme. La vieille ville de Jérusalem était bouclée quelques heures après le meurtre de 2 Israéliens par un Palestinien dans l'une des rues. Terrible attentat jeudi à Beyrouth. 2 hommes ont fait sauter... 3 explosions consécutives dans ce quartier chiite de Damas. D'abord une voiture... Une scène de guerre dans cette ville irakienne située au nord de Bagdad. Ces images ont été... La Turquie frappée par un nouvel attentat. Une jeune femme kamikaze vient de se faire exploser non loin de la mosquée de la 4e ville du pays. Voilà, Jérusalem, Beyrouth, Damas, Bagdad, la Turquie touchée par des attentats. La violence, c'est l'une des constantes dans nos représentations, en tout cas dans celles que nous proposent les médias lorsqu'il est question du Proche et du Moyen-Orient. On va retrouver un nouvel invité, c'est Mathias Sénard. Bonjour Mathias Sénard. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes bien sûr écrivain, prix Goncourt 2015, on le sait bien ici, pour Boussole. Vous avez beaucoup répété, Mathias Sénard, que l'un des objectifs de Boussole, c'était justement de lutter contre l'image fantasmée d'un Orient musulman et ennemi. Aujourd'hui, l'image qu'il renvoie, en tout cas à travers l'actualité, c'est notamment celle d'une région où règne la violence. Je voudrais qu'on évoque justement cette question de la violence. Depuis une bonne dizaine d'années maintenant, vous écrivez sur ces liens entre Occident et Orient. Déjà en 2008, dans Zone, vous exploriez ce Moyen-Orient, cet espace méditerranéen en proie pendant des siècles à des conflits. Et puis déjà même en 2003, dès votre premier roman, La perfection du tir, c'est une histoire donc de ce tireur embusqué durant une guerre civile, probablement du côté du Liban, même si c'est pas complètement situé. Vous êtes déjà dans cet espace oriental et déjà la violence, le conflit, la guerre étaient présents. Vous disiez, Mathias Sénard, régulièrement, il y a quelque temps dans une interview, que l'enseignement vous manquait et que vous aimiez la pédagogie et le contact de celui qui dit « je n'ai pas compris ». Est-ce que d'une certaine manière, vos livres sont là pour nous éclairer, lecteurs occidentaux, sur ce rapport de l'Orient à la violence et quel regard vous portez-vous sur cette idée selon laquelle il y aurait un lien consubstantiel entre le Proche et le Moyen-Orient et la violence? Mathias Sénard. Oui, d'accord. En tout cas, la première partie de la question, mes livres, j'espère, ne sont pas que didactiques ou pédagogiques, au sens où il y a aussi un projet esthétique qui serait de l'ordre de la littérature ou du roman, qui agit sur bien des touches, peut-être effectivement avec un contenu lié au savoir, mais mis dans une perspective aussi esthétique et romanesque qui s'inscrit dans une tradition de... Oui, mais vous avez absolument raison de le rappeler. Je l'ai pas rappelé parce que ça paraissait être une évidence, mais vous avez raison, faut le dire, Mathias Sénard. Mais en revanche, c'est vrai que pour la deuxième partie de la question, c'est-à-dire le rapport du Moyen-Orient et de la violence, c'est malheureusement un cliché qui remonte pas à la nuit des temps, mais au moins au XVIIIe siècle, que de cette idée de l'Orient compliqué qui serait de toute façon en proie à des forces internes, qui ferait que la violence qui serait une espèce de malédiction contre laquelle on ne pourrait rien et qui ressortirait comme ça, comme un triste phénix périodiquement pour détruire cette partie du monde dans des flammes incontrôlables. Et bien sûr, peut-être
si mes livres s'intéressent à la violence, c'est d'abord pour en montrer les différentes formes, ça c'est sûr, et aussi pour voir justement qu'elle n'est pas l'unique expression ou l'unique rapport que nous pouvons avoir d'un côté ou de l'autre de la Méditerranée, d'un côté ou de l'autre du Bosphore, entre ce qu'on pourrait appeler l'Occident et d'autre part l'Orient. C'est-à-dire que le mode ou les différents types de violence sont loin d'être évidemment les seuls modes de rapport ou les seuls types de rapports que nous pouvons avoir les uns avec les autres. Et ça depuis toujours. Est-ce que vous avez le sentiment, Mathias Sénard, qu'on évolue sur ce lien supposément consubstantiel entre Orient et violence, et que d'une certaine manière, on commence à prendre conscience que la violence qui émane de cette région est aussi en grande partie de notre responsabilité après tout? Vous avez entendu Hillary Clinton faire son mea culpa sur la décision d'intervenir en Irak. Aujourd'hui, on voit aussi cet Occident qui se garde bien d'intervenir en Syrie, alors pour le plus grand malheur, bien sûr, de la population syrienne, mais aussi par peur de ne pas être en capacité d'imposer durablement la paix. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on évolue sur tout ça? On évolue, oui et non. Je pense que de fait, il y a à la fois, c'est sûr, peut-être une peur de l'intervention, mais qui n'est pas du tout liée, je pense, à une peur de faire usage de la force de la part de l'Occident, qui en est tout à fait capable, en tout cas l'OTAN quand il juge nécessaire, mais de douter des résultats, que les résultats de cette utilisation de la force aillent dans le sens de ses intérêts. Voilà. C'est surtout ça la différence, à mon avis, aujourd'hui. Après, moi je pense que ce qui est très très ennuyeux dans les temps actuels, et vous parliez tout à l'heure du rôle des médias, et notamment des télévisions, de l'information continue, là-dedans, c'est que l'image finalement, et les images qu'on reçoit du Proche du Moyen-Orient, que ce soit de Syrie, d'Irak, mais même de plus en plus du reste des pays de la rive sud et de l'est de la Méditerranée, sont de plus en plus non seulement des images de violence, mais de fanatisme, de réduction à justement l'image de la violence religieuse, de l'extrémisme, le fanatisme, et qu'on n'a presque plus la place pour voir et s'intéresser à autre chose. Et que ça renvoie l'Orient, c'est-à-dire comme construction imaginaire, à un modèle ou une construction encore plus violente et encore plus autre, encore plus différente qu'elle ne l'était autrefois. Et ça, je pense que c'est vraiment le danger actuel, c'est-à-dire qu'au lieu de s'intéresser justement aux sources de la violence pour trouver comment la combattre, en la montrant d'une façon absolument indiscriminée, on repousse toutes ces régions vers l'altérité absolue qui est celle du barbare terroriste violent, absolument autre et à la limite inconnaissable et incompréhensible. Oui, on ne fait pas ce travail d'analyse, ce travail de compréhension, et notamment de ce qu'est l'islam, et y compris d'ailleurs dans ses dérives peut-être les plus noires, et notamment la dérive du salafisme djihadiste. Je vais faire réagir peut-être notre invité en plateau. Oui, vous voulez rajouter quelque chose, Mathias Sénard? Oui, non, je suis tout à fait d'accord, mais surtout parce que ce qu'on ne voit plus maintenant, c'est aujourd'hui, c'est la grande diversité de cet islam. C'est-à-dire que ceux auxquels on fait porter le nom de musulmans, d'abord ne le sont pas tous, loin de là, ni croyants, ni pour beaucoup pas vraiment pratiquants. Enfin, qu'il y a toujours aussi une espèce d'énorme palette, hein, dès qu'on rentre dans l'aspect plus individuel de cette histoire. Sonia Dayan-Herzbrun, réaction, est-ce que vous entendez? Oui, enfin, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Mathias Sénard, mais je voudrais rajouter que de toute manière, enfin bon, on ne peut pas bien sûr parler d'abord de l'islam comme d'un tout, comme il vient de le dire, parce que c'est extrêmement, voilà, et même parler de salafisme comme d'un tout, parce que c'est pour ça que j'ai dit salafisme djihadiste, vous avez remarqué. Salafisme djihadiste, oui, et encore en plus il faut savoir ce que c'est que l'interprétation de djihad. Donc je veux dire tout ça c'est très très compliqué, mais en outre on ne peut pas. Là on est de nouveau dans l'essentialisme de cette nouvelle forme
d'orientalisme. On ne peut pas faire un bloc de toutes les manifestations de violence. Il faudrait comprendre des situations les unes après les autres. Alors, il y a quand même un certain nombre de personnes, de collègues. Nous sommes un certain nombre aussi, je m'inclus d'ailleurs dans le lot des gens qui travaillons à essayer de comprendre chaque situation dans son caractère le plus précis. Puis on ne peut surtout pas exonérer les pays dits occidentaux de la violence. Je veux dire, où ont été formés si je puis dire, les cadres de Daesh. Quand même, ils sortent de la prison d'Abu Ghraib. Oui, donc il faut voir, on les a transformés en bêtes, en monstres. Hein. Donc il y a quand même, il y a des genèses de tous ces phénomènes. Il faut les comprendre au cas par cas, même si ça paraît très effrayant, et surtout rappeler que ça n'a rien à voir avec quand même le message de l'islam qui est porté par un grand nombre de musulmans. C'est exactement comme si on ramenait au seul message du Christ, hein, le massacre des autochtones des deux continents américains. Je veux dire, il s'est quand même produit là des choses épouvantables, mais qui ne concernent pas le message du Christ, si je puis dire. Mathias Sénart, il y a quelques années, quand vous écriviez Parle-leur de bataille de rois et d'éléphants en 2010, qui évoque donc ce séjour de Michel-Ange à Constantinople en 1506, lorsque l'artiste italien était invité par le sultan Bayezid le Juste, qui lui propose de concevoir ce pont sur la Corne d'Or. À l'époque, il y avait beaucoup de débats et de polémiques, c'est vrai aussi, sur l'hypothèse d'une intégration de la Turquie à l'Union européenne. Depuis, il y a eu les émeutes de la place Taksim en mai 2013, une dérive autocratique du nouveau sultan Erdogan, et puis de l'autre côté du continent, outre-Manche, le Royaume-Uni, lui, vous l'avez entendu bien sûr, a décidé de larguer les amarres et d'abandonner l'Europe, sachant que l'un des moteurs de tout ça, de ce divorce, c'est cette peur d'une vague d'immigrés venus du Moyen-Orient qui envahirait la Grande-Bretagne. Que vous inspire, Mathias Sénart, ce retournement de l'histoire? Il y a une dizaine d'années, en 2004, un peu plus, donc on procédait au grand élargissement à l'Est. Aujourd'hui, 12 ans plus tard, c'est le grand délitement. Je suis pas sûr que ce soit encore le grand délitement. Peut-être est-ce que, vous savez, on a un peu tous cette tendance à finalement voir la situation du Royaume-Uni comme étant absolument catastrophique. Non, moi je suis pas sûr que le Brexit soit un mal, au sens où ça nous force, ça nous oblige à repenser l'Europe, qu'est-ce qu'on veut en faire, pourquoi, à y réinjecter de la démocratie, à repenser un projet tout simplement. Après, ça se trouve, il se trouve que le calendrier tombe très mal, puisqu'on peut pas attendre ni de la France, ni de la Grande-Bretagne, ni de l'Allemagne. Ils vont retrouver un calendrier électoral eux-mêmes, la France pour mai de 17 et les Allemands pour novembre. Bien évidemment, on sait que ce sont pas des moments où il faut demander grand-chose à nos politiques, à part se regarder le nombril. Donc ça tombe mal. Mais je pense pas que le choix des Britanniques de quitter l'Europe, alors dans quelles conditions on ne sait pas encore, tout ça il y a encore beaucoup à faire, ne soit pas forcément une bonne nouvelle pour l'Europe au sens de, non pas qu'on est content de se débarrasser des Anglais, ça ce serait juste idiot, mais parce que ça peut être aussi la possibilité de penser, de repenser et de remettre un peu de l'énergie dans un projet européen qui me paraît bien en panne. Et dans quelle mesure, justement, est-ce que nos représentations de l'Orient pourraient-elles nous aider à repenser ce projet européen, à repenser, disons-le rapidement comme ça, notre Occident? Oui, d'abord, justement, en évitant de retomber dans ce genre de termes essentialistes Orient-Occident, mais de voir que l'Europe, c'est pas, pour moi, l'Europe, si on la prend, même si on oublie le nom Europe, c'est principalement des questions d'échange et d'état de droit, de garantie pour des citoyens. Et ça peut être bien sûr élargi à un espace qui n'est pas celui qu'on appelle traditionnellement Europe. Effectivement, la Turquie a quelque chose d'européen dans sa géographie. Il aurait été un candidat parfait. Bon, on a laissé passer cette occasion, mais peut-être tout simplement on pourrait remplacer les Britanniques par les Tunisiens. On l'ignorait sans doute, peut-être pas économiquement au départ, mais disons que l'idée c'est de repenser une Europe. C'est une Europe pourquoi finalement. Et ce qui manque, c'est finalement le projet. C'est-à-dire que si c'est une Europe pour faire des affaires, une Europe pour échanger des capitaux, ça on l'a déjà. Et est-ce qu'on en a besoin de plus?
j'en suis pas sûr. En revanche, si c'est une Europe pour porter un projet politique, justement, d'état de droit, d'échange, de partage des savoirs, des connaissances. Là, on en a besoin toujours de plus. Hein. Et ce que je pense, c'est que finalement, cette question très très locale, en fin de compte, et qui concerne une géographie très très réduite à l'échelle de l'Europe, du départ du Royaume-Uni de l'Union européenne, peut nous permettre de réenvisager et de redonner de l'énergie à un projet européen. En tout cas, vous l'appelez de vos voeux. Toute dernière question, et puis je vous libère, Mathias Sénard. Édouard Saïd, on en parlait tout à l'heure, évidemment l'une des grandes figures de la critique de l'orientalisme, notamment pour cet ouvrage L'orientalisme, l'Orient créé par l'Occident, qui était paru en 78. C'est une figure qu'on croise dans Boussole. Vous disiez dans une interview à propos d'Édouard Saïd, je vous cite, ce qu'on peut lui reprocher, c'est que son livre est programmatique. Il pose les bonnes questions, il donne quelques exemples, mais il ne fait pas l'histoire de l'orientalisme tel qu'il se propose lui-même de la faire. Il n'entre pas dans le détail de l'analyse. Or, c'est à travers le détail qu'on aborde la complexité des choses et leurs nuances. Rentrer dans le détail, aborder la complexité et les nuances. Est-ce que c'est quelque chose qu'il est possible de faire justement dans un roman? Parce que dans Boussole, on rencontre de nombreuses figures scientifiques, dont Édouard Saïd. C'est un ouvrage d'une grande érudition, mais est-ce que la forme romanesque n'est-elle pas un obstacle pour faire ce travail d'analyse de façon parfaitement rigoureuse? Bien sûr, mais ce serait absurde que de le penser. C'était pas du tout l'idée dans Boussole, c'est de fabriquer une espèce d'érotique du savoir, quelque chose qui est de près à la littérature. Effectivement, il est question d'objets qui ont trait au savoir, à l'essai, mais ce n'est pas le point principal. Néanmoins, par contre, je pense que dans un roman ou en littérature, on peut aussi poser des questions. Et un peu comme ça soulever des tapis pour regarder un peu dessous la poussière qu'il peut y avoir. Quoi. Et alors laquelle justement vous verriez, quelle question vous verriez autour de l'analyse d'Édouard Saïd? Alors, mais d'abord il faut remettre ça en contexte. C'est-à-dire qu'il s'est passé plus de 40 ans, puisque 78 c'est la traduction française, mais le livre est publié en 74 si je ne me trompe pas en anglais, et donc il s'est passé plus de 40 ans depuis que Édouard Saïd a publié Orientalisme. Il s'est passé, bien évidemment, dans la recherche, énormément de choses. C'est-à-dire que Saïd, ce qui est magnifique, c'est qu'il ouvre vraiment un champ de possibles. Il pose ses questions, ses rapports, qu'on pourrait résumer un peu comme quels sont les rapports entre savoir et pouvoir en Orient. Qu'est-ce que signifie l'ensemble de représentations, d'images, de visions qu'on a appelées orientalisme. Et ensuite, énormément de chercheurs vont poursuivre cette voie et vont un peu, préciser les choses que Saïd avait pas eu le temps de faire lui-même, c'est-à-dire préciser, voir bien que la situation des orientalismes en Europe est très différente. Il s'agit de France, d'Allemagne, de Grande-Bretagne, mais d'Espagne, d'Italie, d'Europe de l'Est, évidemment. On n'a pas les mêmes orientalismes, même si, effectivement, il y a un mouvement général, passionné, qui se joue à ce moment-là en Europe autour de l'image de l'Orient. Et puis, après, ce qui va vraiment être très intéressant, c'est comment, et ça viendra à partir des années 80-90, essayer de comprendre comment est-ce que c'est fabriqué aussi un orientalisme oriental, pour le dire d'une façon un peu paradoxale. Et comment est-ce que ces paradigmes d'altérisation, de vision de l'autre, fonctionnent aussi pour les orientaux eux-mêmes. Et ça va être donc un autre aspect de la recherche depuis maintenant une quinzaine ou une vingtaine d'années, qui est aussi absolument passionnant. Donc il faut voir Saïd pas comme un point définitif. Lui-même pensait vraiment orientalisme comme le début d'une recherche. Le début d'une histoire. Merci beaucoup, en tout cas, Mathias Sénard, d'avoir été avec nous ce matin. Vous êtes à Barcelone en ce moment, c'est ça? Oui, exactement. Bon, merci infiniment. Faut-il rappeler, évidemment, Boussole, mais aussi Rue des Voleurs, Zone, La Perfection du Tir. Un grand merci d'avoir accepté notre entretien ce matin.
Sonia Dayan-Herzbrand, vous voulez réagir avant de retrouver... Mais je voudrais réagir sur la question de l'Europe, parce que c'est, justement, un des caractères de l'orientalisme, c'est l'invisibilité. Or, il y a beaucoup de musulmans en Europe, et ces musulmans sont invisibles, sont très peu visibles. Nilufer Göl vient de leur consacrer un livre absolument magnifique, et elle parle d'une Europe post-occidentale, c'est-à-dire que l'Europe telle qu'elle vit réellement, mais telle qu'elle est très peu représentée, est une Europe avec ou plurielle, multiple, avec une présence musulmane, mais qui ne correspond pas à ces stéréotypes justement qu'on évoquait tout à l'heure. Je crois que c'est cela, c'est-à-dire que cette barrière mise entre un Orient construit, un Occident construit, sont des barrières complètement imaginaires et qui font obstacle à la prise en compte des relations sociales et historiques réelles. On va retrouver une nouvelle invitée, Claire Gallien, par téléphone. Bonjour Claire Gallien. Oui, bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes maître de conférence à l'université Paul-Valéry Montpellier 3, enseignante en littérature et civilisation britannique. Vous vous intéressez en particulier à l'Inde et au Moyen-Orient et à cet orientalisme des 17e et 18e du côté d'Angleterre. Mais avant de revenir un petit peu vers l'histoire, je voudrais vous faire réagir sur ce que nous disait Mathias Hénard à l'instant. Il nous disait, il n'y a évidemment pas un orientalisme, mais des orientalismes. Ce n'est pas le même selon si on se situe en France, en Espagne, en Italie, en Allemagne ou en Grande-Bretagne. Précisément, en quoi est-ce que l'orientalisme britannique d'aujourd'hui vous semblerait différent de l'orientalisme, disons, français, si tant est qu'on pourrait définir un orientalisme français, un orientalisme anglais. Bon, reste à voir. Mais qu'est-ce que vous inspire cette comparaison, Claire Gallien? Je dirais que au présent, je ne suis pas sûre qu'on puisse parler d'une grande différence entre les orientalistes, le travail orientaliste en Angleterre ou aux États-Unis ou en France, les corpus travaillés, les langues travaillées, les approches restent similaires. C'est un monde qui s'entrelie. Par contre, je pense qu'il y a une réelle différence au niveau des théories post-coloniales. Là, on a une réflexion beaucoup plus aboutie, il me semble, du côté britannique que du côté français. Pardon. C'est-à-dire, vous voulez dire qu'en Grande-Bretagne, on aurait mieux fait la critique et l'analyse de la période coloniale et du coup, on se serait mieux engagé dans cette critique de l'orientalisme, c'est ça que je dois comprendre? Oui. Alors, il y a une figure sur laquelle il faut évidemment se pencher pour comprendre comment s'est construit l'orientalisme en Angleterre. C'est Edward Pocock. Donc, c'est le 17e. Hein. C'est un prêtre qui, après des études en langue orientale, fait un long séjour à Alep, où il est engagé en tant que chapelain. Il va perfectionner son anglais, et puis il va revenir en Angleterre, et il va devenir le premier professeur d'arabe d'Oxford. Vous dites qu'il incarne bien cette rupture entre l'orientalisme ancien et l'orientalisme moderne. Oui. Edward Pocock, c'est le début du XVIIe siècle. En fait, il est considéré comme une figure majeure parce c'est le premier à avoir occupé la chaire d'études arabes, donc toute nouvellement créée à Oxford en 1636. Et en fait, Edward Pocock, c'est vraiment une figure de la transition. D'un orientalisme qui se voulait uniquement théologique vers un orientalisme qui se pensera davantage en termes d'anthropologie et de littérature. Viennent ensuite, alors on fait un grand saut dans le temps, il nous faudrait beaucoup plus de temps pour évoquer tous ces sujets un peu plus en profondeur, mais viennent ensuite, et là c'est important aussi, la fin du 18e, les orientalistes anglais de Calcutta. Là on a une rupture encore. Oui, une nouvelle rupture, cette fois-ci donc vraiment coloniale. Alors ceci dit, moi je suis pas vraiment très à l'aise avec ce terme de rupture, parce que je pense vraiment que les choses se pensent de manière sous forme de transition. Ce qui me semble important de noter, c'est que l'Orient, à chaque fois vu par les orientalistes, est un Orient qui répond à nos intérêts. Aux intérêts de l'Europe, donc au Moyen-Âge, à l'époque donc de la première modernité, où il allait falloir retraduire les Bibles, donc on allait s'intéresser à un Orient hébraïque, un Orient sémitique,
Et puis on arrive à la fin du XVIIIe siècle où à nouveau, alors c'est un autre Orient qui intéresse, d'autres langues qui intéressent. C'est un Orient donc indien, du côté anglais bien sûr, parce qu'il y a présence coloniale là-bas. Les Britanniques qui s'installent en Inde depuis le milieu du XVIIIe siècle. Mais si vous voulez, c'est encore une fois une sélection, un prélèvement. Voilà, un prélèvement de matière orientale répondant aux intérêts, aux besoins du moment. C'est ce qui explique peut-être aussi lorsque les orientalistes anglais du XVIIIe vont faire ce travail de comparaison entre les différentes littératures et qu'on se mette finalement à mettre en avant peut-être le caractère éloquent et poétique de la littérature orientale, sauf qu'en réalité derrière cette comparaison on trouve aussi une forme de hiérarchisation où finalement l'éloquence vaut moins que la raison, et la raison étant le propre de la littérature produite en Europe. Oui, tout à fait. Alors ça c'est encore une fois un poncif, mais c'est aussi des choses qu'on retrouve à présent, dans la période actuelle, de manière assez intéressante, sur le choix des politiques de traduction, sur laquelle on reviendra peut-être plus tard. Mais la question de l'Europe qui se construit comme une Europe des Lumières, de la raison, qui va aller éclairer ces continents, maintenus dans l'ombre et dans l'ignorance pendant des décennies. C'est vraiment un poncif de l'époque, et en effet, si sexualité ou si désir, etc., peuvent être pensés en Europe ou depuis l'Europe, elles se font notamment et essentiellement par le biais et grâce à la figure de l'oriental, que ce soit oriental donc homme ou femme. Voilà. Sonia Dayan-Herzbrun, réaction. J'écoute. Oui, mais finalement, on parle de la même chose. Hein. C'est-à-dire que les formations sont. Il y a des glissements. Hein, c'est ce que vient de dire Claire. Hein. Il n'y a pas de rupture. Il y a des glissements. Et puis à certains moments, il y a les choses comme des concrétions autour de situations qui semblent difficiles plus compliquées à gérer. Mais on est toujours dans cette démarche finalement de dialogue avec soi-même. Hein. Par rapport à la violence, par exemple, je reviens sur ce autour de quoi on a échangé tout à l'heure, on ne met à peu près jamais en cause le fait qu'un certain nombre de pays de l'Europe ou bien les États-Unis sont des fabricants et des marchands d'armes qui inondent des pays de leurs armes, et finalement après il y a des gens pour les utiliser. Donc je veux dire, c'est cette vision absolument sélective en fonction à la fois de ses intérêts et d'images grâce auxquelles on cherche à se conforter, qui fabrique ce rapport à ce qu'on a construit comme Orient. Mais il faut absolument le dépasser, c'est-à-dire qu'il y a plus d'Orient. Il y a plus d'Orient, et même des disciples, des élèves d'Edward Said, comme Rabbi Damashi, qui enseigne à Columbia, dit qu'on est passé ailleurs. On n'est plus dans ces dichotomies. On est surtout depuis les révolutions arabes, on est passé dans d'autres types d'organisations sociales et politiques. Et d'autres types de représentations. Mais qui se font jour peu à peu, et d'ailleurs heureusement, qui donnent lieu à de nouveaux travaux universitaires et à de nouvelles œuvres littéraires qui disent autre chose. Donc là, je pense qu'il faut se rendre attentif à ce qui émerge. On va essayer de continuer à être attentif justement autour de ce qui émerge. Merci beaucoup en tout cas à Claire Gallien d'avoir été avec nous ce matin. Et je rappellerai peut-être pour les auditeurs, ils retrouveront bien sûr toutes ces références sur la page de Culture Monde, mais cet ouvrage, L'Orient anglais, qui est un ouvrage sur les rapports entre culture savante et culture commune de l'Orient au XVIIIe, que vous avez écrit, Claire Gallien. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Sonia Dayan-Herzbrun, merci beaucoup également. Je rappellerai, je ne l'ai pas fait tout à l'heure, vous êtes la directrice de la revue Tumulte, également philosophe, professeur émérite à l'Université Paris Diderot. Merci infiniment de nous avoir accompagnés ce matin. Merci à vous.